Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 31, un épisode de fin d'année, et avec sans doute notre dernier invité de l'année. Nous sommes avec Adam Bros et Adrien. Salut Adrien quand même. Salut Thomas. Je suis pas l'invité. Mais... Salut Adam, comment vas-tu? Écoute, ça va super et toi? Ben ça va super, on est très content de te recevoir. Adam, qui es-tu? Tu es un vidéaste sur YouTube où tous les dimanches tu proposes des analyses de la pop culture en général. Hein, ça va aussi bien des séries qu'aux films, que les médias, mais aussi les influenceurs, les youtubeurs, etc. Et donc vraiment toutes les semaines, tous les dimanches, aux alentours de 15h, hein, si j'ai bien compris. Exactement, 15h pile. On te retrouve sur YouTube avec tes fines analyses sur la pop culture, et on vous recommande évidemment d'aller suivre Adam, même si... en toute vraisemblance, vous le connaissez mieux que nous. Mais en tout cas, voilà, très content de t'avoir avec nous, puisque on a décidé de te faire intervenir sur un sujet assez global, sur les films de plateforme, et c'est Adrien qui nous présentera le sujet tout à l'heure, mais plein de choses à dire. Avant tout ça, qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est le récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment, tous les lundis à 20h30. Sur twitch.tv/p0pnews, et tous les mercredis sur les plateformes de podcast, mais aussi YouTube et Dailymotion. N'oubliez pas de nous soutenir sur Ko-fi à partir de 1€ par mois, ce qui vous permet de poser vos questions et de participer à l'émission. Et quand même, c'est pas peu dire, on est sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitch tous les lundis à 20h30, je l'ai déjà dit, et rejoignez-nous sur notre serveur Discord. N'oubliez pas les étoiles, les commentaires, les partages. Vous avez vu, j'étais bien préparé hein, pour cette intro. Et parlez de nous autour de vous pour qu'on puisse conquérir le monde. Alors, comme d'habitude, les brèves, le point box-office d'Adrien, le gros sujet, le radar des sorties, les recos, les pas recos. On verra bien. Et puis après, ben, ciao, bonsoir, hein, et à la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour les brèves de la semaine. Alors, les brèves de la semaine, comment ne pas vous parler tout de suite du trailer de GTA 6, puisque le trailer de GTA 6 est sorti un petit peu par surprise en réalité, dans la nuit de lundi à mardi. C'était prévu qu'il sorte mardi dans l'après-midi en France. En réalité, il a fuité en version de mauvaise qualité sur Internet, et Rockstar, du coup, a décidé de prendre les devants, en fait. Ils ont balancé le trailer un petit peu plus tôt que prévu. Le trailer est un carton absolu, puisqu'il a enregistré le même nombre de vues que le trailer de GTA V en 12 ans, en seulement 24 heures. C'est incroyable. C'est pas mal. C'est combien? Là, il a plus de 100 millions, c'est sûr. Là, il est à 141 millions de vues. 141 millions, mon dieu, quoi. En une semaine, c'est hallucinant. Et le trailer le mérite, par contre. Le trailer est incroyable. Trailer que j'ai trouvé bizarre. On a fait une vidéo hein, sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, sur Dailymotion aussi, où on analyse le trailer. Hein. Tout le monde l'a fait, mais il fallait quand même qu'on passe par là. Et parce que le trailer nous a quand même vachement impressionnés. Moi je l'ai trouvé assez dense dès le début. J'ai fait mais qu'est-ce qui se passe, en fait il y a trop de choses à l'écran, c'est même dur à capter quoi. Et en fait en le revoyant tu fais ok, ça va être une tuerie. Toi Adam, t'en as pensé quoi de ce trailer? Bah moi je suis pas un grand joueur de GTA, j'ai GTA 5 et j'ai joué un peu au GTA précédent, mais je dirais pas que j'étais ultra hypé. Non, ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est le leak dans la soirée, et ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça intervient en plus 5 jours après que Ryan Reynolds ait dû faire une story pour demander aux gens d'arrêter de faire fuiter des infos pour Deadpool 3. Et j'ai l'impression qu'on assiste à une émergence de l'industrie des fuites à Hollywood, ou en tout cas dans la pop culture. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que ces entreprises qui étaient habituées à avoir le contrôle sur le teasing, le marketing, etc., elles sont petit à petit en train de vraiment de le perdre avec Internet, et voir comment elles arrivent à réagir et à naviguer dans tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, je pense que Rockstar a fait le bon move de sortir directement le trailer en HD. Enfin, c'était ce qu'il fallait faire, le damage control a été fait, mais Rockstar pas de bol, parce que c'était il y a quelques mois, il y a eu aussi des gros leaks autour du jeu qui montraient vraiment du gameplay ce coup-ci. Voilà, c'était des alphas, c'était pas des vraies versions quoi, mais ça en montrait déjà pas mal, et tu sens que Rockstar a du mal, comme tu dis, à contrôler tout ça. C'est un peu pour eux, et il y a du souci à se faire, je pense, du côté des studios. Après, il n'empêche que le trailer a cartonné, hein, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas trop le choix, en fait, que tout verrouiller, comme les scénarios de séries, de films. Ils sont un peu obligés, tu vois, de tout cacher, de tout mettre sous scellé pour pas que ça sorte, quoi. C'est assez hallucinant. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement de monde qui travaille sur ce genre de projet que maintenant, c'est plus possible.
en fait. Ouais. Donc, moi, je me souviens même que pour Spider-Man No Way Home, en plus, effectivement, des fuites qu'il y avait eu en amont, pareil, le trailer avait fuité quelques heures avant avec les VFX qui n'étaient pas finis. Moi, je me souviens, il y avait encore les fonds bleus et tout. Donc ça, pareil, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est ouf. Clairement. Les gens sont tellement à l'affût de la moindre information que maintenant, les leakers sont rois, en fait, dans ce genre de cas de figure. Donc voilà pour GTA 6. Si vous voulez plus d'informations et nos théories sur ce qui va arriver, puisque c'est pour 2025, quand même, GTA 6, c'est une sortie PS5 et Xbox Series. Pas de mention du PC dans cette annonce, ce qui montre qu'on va certainement l'avoir plus tard sur ordinateur. On nous a révélé le personnage principal de Lucia, on nous a confirmé que Vice City serait de nouveau le théâtre des opérations. C'est la première fois depuis 2003 et GTA Vice City. Techniquement, c'est très impressionnant comme tu l'as dit, Adrien, et puis bon, bah voilà. Confère notre vidéo spéciale sur YouTube et sur Dailymotion d'ailleurs, puisque c'est aussi disponible là-bas. Voilà pour GTA 6, on est partout absolument. Alors, est-ce qu'il sera partout lui aussi? C'est le film The Legend of Zelda qui nous a été annoncé il y a pas très longtemps, et Wes Ball, son réalisateur, nous a déjà donné une petite note d'intention de ce qu'il voudrait faire de ce film. En fait, Wes Ball, le réalisateur du Labyrinthe, vise un Miyazaki en live action. Rien que ça. Le mec a quand même voilà, une grosse ambition, ce qui est très bien. Je préfère qu'il ait des grosses ambitions plutôt qu'un petit truc. Mais voilà, donc Wes Ball, je le rappelle, donc connu pour la franchise le Labyrinthe, il se lance dans l'adaptation du jeu The Legend of Zelda, un jeu le plus connu de Nintendo après Mario, je pense. Grand fan de la série, le dit lui-même, il est admirateur des films de Miyazaki, il aimerait combiner les deux, en fait, c'est ses deux passions, il voudrait que ça se mette, ça s'imbrique super bien ensemble dans le projet Zelda au cinéma. Pour lui, en fait, il décrit ça comme une vision d'une aventure fantastique unique, inspirée par l'émerveillement caractéristique des œuvres de Miyazaki. Donc, c'est super, sur le papier, ça peut être très très cool. Wes Ball, c'est pas non plus Kubrick, faut pas déconner, c'est le Labyrinthe, qui est une trilogie très sympathique, j'aime bien, mais voilà. En ce moment, il bosse quand même sur le nouveau Planète des Singes, il est en post-prod sur le nouveau Planète des Singes, donc qui est par contre une trilogie que j'aime beaucoup, la nouvelle trilogie, là le 4e épisode qui relance, j'imagine, un petit peu la franchise. Le Royaume. Le royaume de la planète. Les titres sont de plus en plus longs pour ça. C'est quoi le royaume de la planète des singes? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Ou la planète des singes, le royaume. Ouais, c'est possible. Bon, voilà. Alors c'est déjà une planète, les gars. C'est ok. Allons-y. Pour le petit côté technique, en fait, le film est une coprode entre Nintendo et Sony, avec à l'écriture David Connolly et Wes Ball au scénario et à la réalisation, ainsi qu'à la production. Le film n'a pas encore de date de sortie. C'est aussi voilà, quelque chose qui sera annoncé d'ici quelques temps par Nintendo qui a l'air d'avoir le vent en poupe quand même niveau adaptation après Super Mario Bros, le film qui avait fait un carton monstrueux au cinéma cet été, enfin un petit peu avant l'été même, et qui sera d'ailleurs dans le top 3 des films les plus vus et qui a le plus rapporté au box-office mondial en 2023. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, du fait que ce soit pas un parfait inconnu, parce que Wes Ball a quand même quelques films à son actif, mais c'est pas non plus forcément le mec qu'on mettrait derrière Zelda pour le porter à l'écran, quoi. Moi ça m'étonne pas, au contraire, qu'ils aient mis entre guillemets un réalisateur débutant. C'est la technique Marvel qu'on a vu très fréquemment, c'est-à-dire aller voir un mec qui sait à peu près tenir la caméra et tenir un tournage, et avoir, à mon avis, des producteurs ultra puissants derrière qui vont pouvoir assurer le service minimum. Et pour moi, Mario, le réalisateur de Mario, je sais même pas qui est le réalisateur de Mario, je sais même pas dire quelle est sa patte, tellement, et pourtant je pense que c'est pas un très mauvais film, mais pour moi on dirait un film de producteur, le film Mario. Oui. C'est genre en mode, ok, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un film Mario pour que le film Mario soit ok et qu'il marche bien? Ils ont rempli toutes les lignes, ils ont coché toutes les cases, et à mon avis c'est ce à quoi on va avoir le droit avec ce Zelda. Donc tu crois qu'il y aura une BO années 80 Ouais, ils sont capables. Ouais, mais qui se dirige vers du Miyazaki, ça veut dire qu'il a quand même une envie d'autre chose. Tu sens qu'il a envie d'une sorte de Mononoke version live action, en fait, de ce que je comprends, quoi. Quelque chose me dit qu'il s'inspire plus des Breath of the Wild que des tout premiers Zelda. Du coup, s'il parle de Miyazaki, j'imagine vraiment une ambiance un petit peu vaporeuse, brouillard, de la plaine, la nature, etc. Plus que combat, donjon, etc. Mais je peux me tromper, bien sûr. Mais, ça paraît très logique, parce que Nintendo fait aussi ses films pour vendre des jeux. Bien sûr. Donc en fait, si jamais le film se repose uniquement sur des jeux sortis il y a 30 ans, à mon avis, l'objectif, c'est que les gens, en sortant du film, se disent « j'ai envie d'acheter le nouveau Zelda », et le nouveau Zelda ressemblera probablement
plus aux nouveaux que aux anciens. Bien sûr. Exactement. De toute façon, ça pourra concorder avec la sortie du prochain Zelda, parce qu'on n'a pas de date, mais... Tears of the Kingdom, ça a mis combien, 5 ans entre Breath of the Wild et... C'est vrai qu'on en est qu'au tout début sur ce projet Zelda, donc pourquoi pas. Ça sera peut-être pas très long, bref. Éventuellement. Il y en a un qu'on est un petit peu plus proche de voir quand même, c'est Blade. Le film Blade, alors... Pour rappel, le film a été annoncé... de voir, c'est ambitieux. Hein. Alors, on a une date. Est-ce qu'elle va être tenue? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, parce qu'on avait une date, c'était en novembre, il y a 1 mois et demi. Exactement. Alors, le film Blade, pour rappel, le film, il a été annoncé en 2019. On est en 2023, bientôt 2024, c'est toujours pas sorti. Il a été annoncé avec un binôme de scénaristes et réalisateurs. Les deux ont quitté le projet. Il y a eu une date de novembre 2023 qui avait été annoncée dès 2022 qui n'a pas été tenue, puisqu'il n'est pas sorti encore cette année. Il y a eu le départ du coup de réalisateur qui a été remplacé par Yann Demange, qui a réalisé notamment sur Lovecraft Country. La date ensuite a été annoncée à septembre 2024. A ensuite été de nouveau décalé à cause de la grève des scénaristes en mai. Nouveau scénariste, Michael Green, à qui l'on doit Logan et Alien Covenant, et désormais une nouvelle date de sortie, 7 novembre 2025, et pour l'instant, c'est celle à laquelle ils veulent se tenir. Alors, c'est pas exactement, je vous fais le rundown là-dessus, mais c'est pas exactement la news qu'on va traiter aujourd'hui. Par contre, c'est Mahershala Ali, qui joue dans le film Le Monde Après Nous, qui est sorti sur Netflix cette semaine, et qui a pris la parole auprès de Entertainment Weekly, qui est un média américain qui l'a interviewé, au sujet justement de où est-ce qu'on en est du projet Blade. Et lui, il a dit, bon, il a été évidemment très évasif, mais il dit, on travaille dessus, la direction dans laquelle va le projet est encourageante, ce qui est déjà pas mal, puisque les derniers bruits de couloir qu'on entendait à ce sujet étaient pas franchement foufou. C'est qu'il voulait se barrer, hein. Oui, il menaçait de partir. En plus, il a un rôle, il est pas coproducteur, ou... enfin, je sais qu'il a un rôle créatif, à mon souvenir. Ouais, bien sûr. Et a priori, les premiers scénarios lui prêtaient pas spécialement le beau rôle, en fait. Donc il avait menacé de se barrer, carrément, alors d'après les infos d'Insider, bien sûr. Et là, il dit, je pense qu'on va s'y remettre assez rapidement, et lui, il dit que c'est encourageant en termes de où nous en sommes dans le projet, qui dirige ce projet, qui écrit le script, et qui le réalise. Donc, vraisemblablement, il dit qu'il est content de la nouvelle équipe créative qui va s'occuper de Blade, mais pour l'instant, il n'y a pas de pré-production qui est calée, il n'y a pas de date de tournage qui est mise en place, et 7 novembre 2025, c'est dans pas si longtemps que ça, quoi. Donc, attention au projet Blade quand même, puisque les projets qui naissent dans la douleur comme ça, c'est toujours un peu compliqué, quoi, parce que quand il sortira en novembre 2025, ça fera 6 ans qu'il aura été annoncé. Ouais, ça fait penser à The New Mutants qui était sorti je sais pas combien de temps après son annonce et qui était un film charcuté, quoi. Ouais. Clairement. Ouais, ça c'est pareil, les films... Ça, typiquement, c'est des films de producteurs, quoi, les films Marvel, etc. Donc c'est toujours compliqué pour les créatifs. En général, on les appelle les yes men, c'est quelqu'un qu'on met juste en place pour faire son taf et de dire oui. Et puis bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais j'ai hâte quand même de le voir parce que pour l'avoir vu très récemment là dans Le Monde Après Nous, Mahershala Ali, c'est quand même un acteur qui est très cool. Il va totalement éclipsé, je pense, Wesley Snipes avec son interprétation, même si j'adore Wesley Snipes dans Blade. Franchement, quand même, le mec a un charisme monstrueux. Mais Mahershala Ali, il est parfait. Sur le papier, c'est le mec qu'il fallait pour le rôle, quoi. Donc j'ai quand même très hâte que le projet se fasse et j'espère qu'il va bien se faire, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à la déclaration de Vincent D'Onofrio qui joue donc le Caïd, qui a déclaré là, il me semble, hier ou avant-hier, à propos de la série Daredevil, que lui aussi il était confiant parce que ça avait été repris entre de bonnes mains, et je pense que Blade et Daredevil ont été deux projets sur lesquels Kevin Feige a repris complètement la main pendant la grève des scénaristes en disant oulala, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'on est en train de faire, touchez pas à mes jouets, je les reprends et je vais vous montrer comment on fait les choses. Donc je pense que c'est de là aussi d'où vient la confiance de Mahershala Ali, c'est que à mon avis, en haut, ça a repris en main le projet. C'est important. Bon, on en parlait la semaine dernière, justement, au sujet de Disney, et ils sont un peu en train tous de resserrer la vis, notamment du nombre de contenus.
mais aussi de leur qualité. Donc c'est quand même assez rassurant de ce point de vue-là. Cillian Murphy qui a pris la parole au sujet d'un potentiel film Peaky Blinders. Alors c'était dans une interview avec Margot Robbie en fait, de ce que j'ai compris. Oui, en fait c'est pas vraiment une interview, c'est en ce moment Variety, le magazine américain Variety, en fait fait un format qui s'appelle Actor on Actor, où en fait ils invitent plusieurs acteurs à échanger. C'est des duos à chaque fois. Il y avait Robert Downey Jr. avec Mark Ruffalo, Bradley Cooper avec Emma Stone, et il y avait aussi Cillian Murphy et Margot Robbie, évidemment Oppenheimer versus Barbie. Bien sûr. C'est quand même le meilleur choix possible, voilà, pour un acteur en acteur. Et alors franchement, c'est une toute petite partie en fait de cet échange entre les deux acteurs, durant laquelle en fait Margot Robbie explique qu'elle est très fan de Peaky Blinders, et elle interroge Cillian Murphy sur la possibilité d'une suite au cinéma. On sait que la série est terminée avec la saison 6, mais voilà, beaucoup de fans espèrent une suite au cinéma. Le créateur d'ailleurs de la série, Steven Knight, travaille actuellement sur un script de film dans l'espoir de commencer un tournage si possible début 2024. Mais Murphy, dans l'entretien en fait avec Margot Robbie, explique qu'il est moins enthousiaste que le créateur. En fait, il apprécie l'idée d'une suite, c'est ce qu'il dit, si l'histoire le justifie. Mais il reste prudent, il est soucieux de préserver l'héritage en fait des 6 saisons qui pour lui sont parfaites de Peaky Blinders. Et je le cite, il dit « Je trouve difficile la transition de la série au cinéma et j'apprécie l'ambiguïté de la fin de la série, mais je reste ouvert à l'idée si le scénario est convaincant. » Donc voilà, pour lui en fait, il ne faudrait pas forcément toucher à cette fin de série qui est sympa, un peu ambigu, qui a plu aux fans, qui conclut bien en fait la série, et il faut vraiment que ce soit solide au cinéma et que ce soit Steven Knight qui revienne pour tout ça, quoi. Donc c'est encore à l'état d'ébauche et ça se trouve ça se fera pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que ça donne du grain à moudre un petit peu aux fans de Blinders. Je comprends son point de vue en vrai, parce que quand une fin de série s'est bien passée et qu'au final, pour des volontés, alors ça peut être créative, mais ça peut aussi être financière, de continuer un petit peu tout ça, et finalement de gâcher le final qui était bon précédemment, ça me fait penser à ce que j'aimerais pas qui arrive au personnage de Loki après la saison 2. Typiquement. J'ai pas spécialement envie qu'il le fasse revenir après cette jolie fin de saison 2 de Loki. Je préférais qu'on en reste là. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont à Hollywood et chez Marvel, je pense que c'est assez naïf. Mais bon. Il y avait eu ça aussi avec Breaking Bad, bien sûr. Le film qui avait suivi Breaking Bad avec El Camino. Je vais pas spoiler la fin, El Camino, qui était sympa. Mais est-ce que ça valait le coup de faire une suite? Ouais, moi après je sais pas si ça gâche vraiment les séries. Je l'ai vu parce que j'avais fait une vidéo sur la série Joey qui était sortie après Friends, qui était nul. C'est ça, qui était nul et qui était une espèce de suite. Et ça a pas du tout gâché Friends, quoi. Tout le monde en mode non, Friends c'est toujours bien, même s'il y a une suite pourrie, tout le monde a juste décidé collectivement de l'oublier, et c'est très bien comme ça, quoi. Donc là, vu que c'est un film et que c'est pas une nouvelle saison, je pense que ça pourrait être effacé des mémoires rapidement, quoi. Si c'est pas bon. C'est vrai que ça peut être soit un truc en plus, soit on l'oublie. C'est quelque chose qui se fait pas mal, d'ailleurs, les passages de série à film. Je pense notamment, alors c'est pas spécialement nous, notre public, mais comment on appelle ça, tu sais, avec les acteurs britanniques, là... série pour vieux, avec Maggie Smith, Downton Abbey, voilà, qui a eu 2 films, et a priori, alors, ce n'est pas étayé pour le moment, il y aurait des rumeurs comme quoi la saison 4 de Mandalorian serait un film en réalité. Donc, à voir, que c'est possible que ça continue dans cette veine-là côté Hollywood. À une certaine époque, il y avait aussi des séries qui faisaient ça, genre X-Files, qui faisaient des films entre les saisons. C'était pas déconnant, quoi. Mais c'est vrai que ça se fait moins, quand même, je trouve. C'est difficile, quand même, je trouve. On voit pareil avec Disney+, qui a du mal à faire le lien entre ses séries et ses films. C'est pas forcément le même public. Le public n'est pas aussi captif. C'est compliqué, parce que Peaky Blinders, ça peut être un énorme succès sur Netflix. En salle, ça se trouve, ça représente pas assez pour justifier le budget, quoi. C'est ça. Mais on en parlera tout à l'heure des films Netflix, pour le coup. Combien de gens regardent sur Netflix, mais combien de gens ne paieraient pas une place pour aller le voir en salle. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on évoquera dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Dernière brève de la semaine pour vous, c'est une news casting. Deadline nous informe que l'actrice Emma Myers, que vous connaissez pour le rôle d'Enid Sinclair dans Wednesday, la série mercredi sur Netflix, elle aurait signé un contrat dans l'adaptation de Minecraft. Oui, il va y avoir un film adapté du jeu vidéo Minecraft.
Actuellement, elle est dans Family Switch de McG avec Ed Helms et Jennifer Garner, et elle rejoindrait du coup Jason Momoa au casting de Minecraft, l'adaptation du jeu vidéo qui a vendu 300 millions d'exemplaires dans le monde, excusez du peu. Le tournage serait prévu fin décembre en Nouvelle-Zélande, et pour l'instant, on a zéro information sur le synopsis de ce film. Mais écoutez, j'espère... des briques. Voilà, j'espère que ce sera une bonne adaptation comme l'a été Lego. Lego le film, et pas une mauvaise adaptation de jeu vidéo comme il y en a eu tellement. Moi j'ai peur que ça soit une adaptation comme Lego en fait, parce que j'ai l'impression qu'on en a vu 15 des films Lego après le film Lego. Donc si c'est pour arriver et faire un film pseudo-méta avec juste des petites blagues toutes les 2 secondes sur ah là là, on est en 2D, on a vraiment des graphismes pourris et regarde, je peux créer tel truc car on est dans Minecraft. Ça va être ça. Je vais pas aimer quoi. Ah oui, tu sais que ça va être ça. Oui, c'est sûr. Donc, attends, moi, le public cible, il va être fou quand ils vont mixer 2 conneries pour en faire, tu vois, c'est évident. Une maison quoi. Mais ça, tu vois, à mon avis, boomer de Minecraft. C'est un film à mon avis qui ne peut pas vivre seul sur Minecraft. Comme Lego, ils vont mettre des références partout dedans parce que sinon ça fonctionnera pas. Mais c'est comme si tu faisais un film Fortnite qui arrivera d'ailleurs, c'est sûr. C'est évident. C4. Ce sera pareil, tu fais regardez, j'ai un skin banane. Ah oui, c'est rigolo, il y a un skin banane comme dans le jeu quoi. Ce sera ça tout le temps. Est-ce que quelque part on serait déjà plus le public? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Minecraft, pour moi, c'est un projet casse-gueule au possible. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais j'espère qu'ils vont réussir à le faire. Mais surtout cette fois, il y aura pas Phil Lord et Chris Miller. Aux commandes, ouais. Ça, c'est un problème, parce que c'est vrai que pour faire un bon film à la Lego, il faut quand même avoir des bons producteurs derrière et des bons scénaristes, quand même. Adrien, je te propose de passer au point box-office de cette semaine, s'il te plaît. Ouais, et je vais commencer par Wish, le dernier Disney en date, qui fait 628 000 entrées en France pour sa première semaine, donc c'est pas mal, c'est très ok en France, okay. Il se débrouille bien. À l'international, il est déjà à plus de 100 millions de dollars, ce qui est moins bien. Ça aurait pu être quand même un peu plus sympa. Je suis désolé, mon chat apparaît. Ah, la mascotte. Voilà. Toujours au bon moment, toi. Hein, voilà. Je continue mon point box-office avec Napoléon. Napoléon qui, lui, par contre, a déjà récolté 170 millions de dollars au box-office mondial, donc le dernier film de Ridley Scott qui cartonne pas mal. En France, il a déjà fait 1 145 000 entrées, donc ce qui est très cool, même si, voilà, encore une fois, il y a des fantaisies dans Napoléon. Quelques-unes. Et surtout, il a coûté très très cher. Il a coûté très cher, c'est vrai qu'il a coûté très cher, et il y aura une version qui sortira sur Apple TV+, dans quelques temps. De 4 heures. Donc de 4 heures, tout ça, ça se rentabilisera peut-être avec Apple, etc. Enfin, il y a des deals, évidemment. Mais au cinéma, c'est pas si mauvais que ça. Le Garçon et le Héron, qui fait le meilleur démarrage pour un film d'animation Ghibli aux USA. C'est assez impressionnant parce que ce qui est pour moi Le Garçon et l'Héron, un film vraiment destiné aux adultes, c'est quand même un film vachement plus difficile à aborder qu'un Mononoke ou un Chihiro, même si Chihiro c'est pas non plus évident quand t'es gamin. Bref, il fait déjà 12,8 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, donc c'est assez énorme. C'est le leader du box-office américain ce week-end-là. Ah oui. Et et au box-office mondial, il est déjà à 97 millions de dollars. Donc là, il est quasiment à 100. C'est une excellente performance pour un Ghibli. En France, il a quasiment 1 500 000 entrées. Il a 1 448 000 entrées. Franchement, le bouche-oreille a très bien fonctionné. Ça m'étonne pour ce film. Que t'aimes pas beaucoup. Bah, en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que je le trouve. Je dirais, et je l'ai pas dit à mes potes, genre allez le voir, en fait, vous allez voir, c'est surprenant, enfin, c'est compliqué de se mettre dedans, quoi. Et il est un peu chiant. Voilà. En plus, c'est pas super feel good. Bref, c'est mon point box-office, on en parlera plus tard. Je continue avec Migration, le nouveau film Illumination. On en parlait tout à l'heure de Super Mario, c'est eux aussi. Migration, pour son premier week-end en France, fait déjà 248 500 entrées, dont 40 000 en avant-première. C'est pas mal du tout, franchement, pour un week-end, pour un premier week-end où c'est pas un week-end de vacances scolaires. Ok.
Je continue avec Hunger Games, le préquel qui est sorti, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Est-ce que j'ai bon? Ouais, yes. À peu près. Box office mondial de 258 millions de dollars. Okay. Donc là, ouais, on pensait pas que Hunger Games pouvait encore fédérer, mais franchement, ça marche encore très très bien. En France, c'est le bouche à oreille aussi. Ouais, exactement, ouais. Bouche à oreille qui fonctionne très bien parce que le film, je l'ai pas vu, mais apparemment, il est quand même assez quali. Et... moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Pour moi, c'est le meilleur de tous les Hunger Games. Ouh. Ah ouais, il dépasse même le premier, l'original? Ouais. Okay. Bah pour moi, l'autre meilleur, c'était le 2 même, carrément. D'accord, ok. Et mais pour moi, il est vraiment au-dessus. Ok. Donc ouais, bah faut vraiment j'allais voir, je prenne le temps d'aller le voir. En France, il a fait 1 236 000 entrées. Pareil, beau succès en France. Et je termine par The Marvels. Là, c'est moins successful. On est à 199 millions de dollars au box-office mondial. Donc là, c'est un flop total, hein, c'est un four. Le film a coûté quasiment 300 millions dans mes souvenirs en budget. 150, donc ouais, c'est ça, c'est monstrueusement nul. Enfin, c'est compliqué pour Marvel là. Et en France, il a même pas atteint le million, loin de là, il a 724 000 entrées. Donc il a pas du tout rassemblé les foules. Pourtant, c'est un film de super-héros. Marvel, qui plus est, mais ça n'a pas fonctionné quoi. Donc, c'est le pire score depuis le début de l'histoire de Marvel Studios, en fait. Hein, donc, même vraiment, pire que Thor 2 qui n'était pas aimé et que l'incroyable Hulk. Qui lui avait fait le moins bon box-office jusqu'ici, du coup. Ouais. Qui était sorti dans un autre contexte. Hein, Complètement. 2017, bien sûr. Ouais. Complètement. Avec une grosse star en plus en tête d'affiche. Enfin, Edward Norton à l'époque, il portait bien le truc et tout. Quoi. Ouais. Donc ouais. Compliqué. Voilà pour mon point box-office. Merci pour ce point box-office, Adrien. On va pouvoir du coup passer rapidement à notre gros sujet de la semaine que nous allons dédier aux films de plateforme. Exactement, en fait les films de plateforme, on s'est dit que ça serait intéressant de revenir sur les films de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices en fait qui sont disponibles directement sur les plateformes. C'est quelque chose qu'on a vu se mettre en place ces dernières années. Au début c'était un peu surprenant, il y avait des collaborations par exemple entre Woody Allen et Amazon, il y avait des choses comme ça. Puis d'un coup David Fincher est arrivé sur Netflix avec House of Cards et puis on lui a un peu donné vachement plus de fric pour qu'il fasse des films pour la plateforme, etc. Et en fait au fur et à mesure, il y a beaucoup de réalisateurs de grands noms en fait qui sont installés sur les plateformes. Notamment Netflix, on va pas se mentir, hein, c'est surtout Netflix en fait qui a un peu la main mise là-dessus. Je vais vous donner une liste de noms et puis après on discutera de leurs films et pour quand même montrer à quel point ces plateformes-là ont réussi à drainer énormément de grands cinéastes. On a du David Fincher, on a du Andrew Dominik, on a du Wes Anderson, on a du Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Bong Joon-ho, les frères Cohen, Sofia Coppola. Donc voilà, c'est quand même des gens qui normalement sont des cinéastes de cinéma, on va dire de la salle de cinéma, qui n'étaient pas du tout habitués à bosser pour des plateformes. Et en fait, ils ont trouvé leur compte, notamment David Fincher, je vais revenir sur lui, qui a l'air d'avoir complètement délaissé les salles de cinéma pour se focaliser quasiment. Après, David Fincher, je pense qu'il a trouvé son compte parce qu'il a un contrat à longue durée avec Netflix. Voilà, j'allais venir. Vu qu'il a signé plusieurs films, il peut pas dire au bout du deuxième Netflix c'est un enfer, j'ai plus envie de faire des films avec eux. Parce qu'il a un contrat en fait. C'est sûr. Faudra voir dans 10 ans ce qu'il en pensera. Parce que je trouve quand même si en plus j'ai eu la chance de voir The Killer en salle, que The Killer et Mank sont probablement pas les films qui resteront en mémoire dans sa filmographie. Alors, est-ce qu'on rentre directement dans ce sujet justement, parce que moi, le sujet principal, en fait, c'est le sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que les films vus sur une plateforme sont moins bons que les films qui sortent au cinéma? Vraiment, si toi, tu as vu The Killer au cinéma, moi, je l'ai vu sur Netflix chez moi tranquillement sur mon canapé. Je sais que je vais pas le garder en tête comme j'ai pu garder en tête The Social Network, comme j'ai pu garder en tête Gone Girl. J'ai encore le souvenir vraiment d'être sorti de Social Network et de m'être dit putain, j'ai vu un film de ouf. Genre, je me rappelle très bien de la scène. Pour aller le voir, j'avais bien ça. Tu sais, à l'époque, on payait pas cher la place de ciné. Et non, mais voilà, c'est des séances qui restent. Alors, c'est sûrement une réflexion de vieux con, hein, encore une fois, mais je trouve que la salle de cinéma marque vraiment une empreinte quand t'as vu un film qui t'a plu. Hein. Si t'as pas plu, tu l'oublies tout de suite, évidemment, quoi. Mais tu t'en souviens longtemps d'une séance de cinéma qui s'est mal passée. Hein. 2h30 d'un film que t'aimes vraiment pas. Oui. C'est long dans un cinéma. Hein. Bon, je me barre. En général, je me barre. Quoique, je suis resté pour Astérix le dernier, mais en général, tu vois, je t'en souviens. Je m'en souviens. C'est vrai qu'Astérix, je m'en souviens très bien. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que... Et c'est compliqué hein, de répondre à cette question parce que... évidemment, on a le film directement à la maison et est-ce qu'on le considère autant que s'il sortait au cinéma? C'est ça ma question en fait.
Il y a plusieurs sujets dans le sujet en réalité. Il y a la qualité intrinsèque des films. Deux, il y a la façon dont on les consomme. Et je voulais rebondir sur ce deuxième sujet d'abord, parce que effectivement, moi je pense qu'il y a une différence fondamentale dans la façon dont on consomme les films, ou même les produits culturels d'une manière générale, mais c'est différent pour les séries, puisque les séries, on a l'habitude de les regarder à la télé. Oui. L'objet filmique, et tous les cinéastes que tu as cités là, te le diront, ils sont faits pour l'écran d'une salle obscure. Et ils sont faits pour un certain setup sonore, etc., etc. Il y a un côté un peu cérémonial, en fait, dans la séance de cinéma, qui joue énormément dans l'appréhension d'un film, et qui fait que, forcément, quand tu vas voir pour la première fois Les 8 salopards dans une salle de cinéma, et que tu vas voir pour la première fois The Irishman devant ta télé, sans logiciel de son 5.1, probablement avec les fenêtres ouvertes et les rideaux ouverts, fondamentalement, il y a une différence dans ton appréhension du film. Même si c'est deux grands réalisateurs qui réalisent ces deux films, même si c'est deux films intéressants, la différence est hyper importante dans ta façon d'appréhender, à mon avis, l'objet qu'on te présente, quoi. Moi, je pense que même au-delà de la différence de réception qu'on peut avoir individuellement, je pense qu'il y a une différence dans la manière de diffusion et dans la manière dont c'est diffusé, dans la manière dont c'est aussi promotionné. Ouais. Netflix, par exemple, ils ont un délai de promo qui est très 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 court. C'est-à-dire que une semaine avant la sortie du film, tu n'en entends absolument pas parler nulle part. Ouais. Et en fait, pendant 5 jours, ils vont faire une promo éclair. Là, on l'a vu avec Leave the World Behind. Et pourtant, je suis grand fan de Mr. Robot et même de Comet, le premier film de Sam Esmail, mais j'avais complètement oublié qu'il allait faire un film pour Netflix. Je ne savais pas, et c'est 5 jours avant la sortie, j'ai vu des premières critiques tomber, je suis en mode « Ah mais il y a ça qui sort vendredi !» Alors qu'un film de cinéma, tu sais, 3-4 semaines avant, tu auras les trailers, tu vas aller voir d'autres films au cinéma et tu vas voir le trailer avant ce film-là. Et donc ça aussi, ça permet de créer une vraie expérience collective sur la durée, sur les 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'exploitation. Là où Netflix, c'est un week-end. C'est-à-dire que le film, il sort le vendredi, le mercredi, plus personne n'en parle. Exactement. La temporalité d'exploitation est changée, mais complètement. Parce que Netflix fait pas de teasing, en fait. C'est ce que tu viens de dire, ils en font jamais. Il y a pas un truc, encore une fois, c'est un truc de vieux con, mais moi j'ai le souvenir de Cloverfield à l'époque, où il y avait un teasing pendant des mois et des mois, mais qu'est-ce que c'était que ce film, etc. Et t'allais voir au ciné, tu fais ok, trop bien quoi, mais Netflix le fait plus. Et qu'il y a eu une exploitation aussi sur plusieurs semaines. Bien sûr. Que, on l'a vu même avec par exemple Élémentaire, le film Pixar qui avait mal démarré au box-office, et qui grâce à une très bonne exploitation et à une communication appuyée de la part de Disney sur plusieurs semaines et avec un bon bouche à oreille, est resté dans l'inconscient collectif des gens et a continué à drainer des entrées. Là où je pense qu'un film Netflix, par exemple The Grey Man, donc des frères Russo avec Ryan Gosling, je pense qu'une semaine après sa sortie, plus personne ne regardait quoi. Je l'avais oublié, tu vois. À tel point que moi, je l'ai maté. En fait, il y a et ça c'est, je pense que ce qui change la donne, c'est vraiment Internet là-dedans, parce que l'appréhension qu'on a du média Internet est totalement différente de ces médias, on va dire, qui sont désormais classiques. Que la télé, le linéaire, mais surtout le cinéma. Parce que déjà, tu fais l'effort de te déplacer dans une salle de cinéma. Tu fais l'effort de te taper, parce que maintenant on se tape les pubs et les bandes annonces au cinéma. Bien souvent, tu regardes un film de 2 heures, 2 heures et demie. Ensuite, tu rentres chez toi, tu payes évidemment, le prix de ton abonnement. 2 heures. Voilà. Attends, en plus, il faut couper ton téléphone. Et encore, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça, il y en a qui... Mais bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que l'investissement temporel, matériel, financier d'aller dans une salle de cinéma est vraiment différent de celui d'aller sur Netflix, et bien souvent de pas trouver ce que tu recherches parce que il y a trop de trucs, et que souvent tu vas regarder la dernière nouveauté à la mode. Et qu'est-ce que c'est que la dernière nouveauté à la mode? C'est ce dont tout le monde parle,
pendant 5 jours, comme tu disais Adam, et après, c'est vraiment jeté comme une vieille chaussette, et là, on entre vraiment dans la dimension de contenu. Et alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu au cinéma, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont produits à la va-vite et qui sont faits juste pour remplir des calendriers, etc. Évidemment, aller dans une salle de cinéma ne te garantit pas de passer un bon moment. Ce que je veux dire, par contre, c'est quand tu vas regarder un grand film dans une salle de cinéma, c'est pas la même chose que regarder un grand film devant ta télévision. Si c'est ton seul moyen de regarder ce grand film, regarde-le à la télé, je t'en prie. Mais si tu peux, si t'as l'occasion d'aller le voir dans une salle de cinéma, bon, là, tu prendras ta belle claque, quoi. J'ai beaucoup de chance d'habiter à Paris, et grâce à ça, j'ai pu voir 80% des classiques de 2001 l'Odyssée de l'espace, en passant par Le Parrain ou Taxi Driver, au cinéma, parce qu'il y a des vieux ciné qui rediffusent des vieux films en boucle. Et il y a plein de films qui sont dans ma watchlist où je suis en mode, je ne le regarderai pas, non pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai envie de le voir dans une salle de cinéma. Et tant qu'il n'est pas diffusé, je vais attendre parce que j'ai pas envie de le voir sur ma télé, qui est très bien, chez moi, comme ça. Mais là où j'ai envie de rebondir sur un des premiers sujets que tu as abordé, c'est qu'il y a la manière dont on va le réceptionner, mais aussi la manière dont c'est fait. Bien sûr. Ça, pour le coup, ça commence à être de plus en plus documenté. Les films Netflix, en fait, sont pas faits comme les films de cinéma. Et ça se voit, je trouve, de plus en plus. Ils sont faits comme des téléfilms. Ils sont tournés comme des téléfilms. Donc, ils ont plus de budget. Et souvent, ils ont des réals qui ont plus d'idées derrière. Donc, ça donne un meilleur résultat. Mais la réalité, c'est que même en termes de jours de tournage, c'est beaucoup plus serré, en termes d'ambition, etc. Et donc, on se retrouve avec, effectivement, The Killer, pour moi, c'est David Fincher qui fait un téléfilm, quoi. Et c'est très bien, c'est bien parce que David Fincher, c'est un réalisateur qui a des super idées et tout, mais je trouve qu'en termes de grandeur, je trouve que c'est moins, quoi. On sent qu'il y a moins. Sur The Killer, je sais pas exactement parce qu'en fait, je pense que Fincher quand même a son mot à dire et c'est un mec extrêmement relou, c'est connu hein, que le mec fait 156 prises pour deux figurants qui sont en train de se déplacer et de boire un café. Mais je pense que The Killer est pas spécialement un bon film en fait, c'est plus ça. Juste pour spécifiquement. J'ai bien aimé The Killer, mais c'est pas un grand Fincher. Voilà. Oui. Mais tu vois, en fait, c'est con, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté téléfilm. Je pense que c'est calibré. C'est le problème de Netflix, c'est que c'est calibré. Mais Fincher a quand même le moyen de sortir de ce cadre un petit peu. Je pense qu'il est devenu flemmard. Vraiment, je prends juste là le Fincher d'aujourd'hui. Il a plus ce truc qu'il avait avant. Même Manque est un bon film. C'est un film de cinéphile plus. Enfin, c'est une folie quoi. Enfin, et The Killer méritait un traitement peut-être plus poussé de la part de Fincher. Il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs sur The Killer. Il y a un plan de Fassbender en scooter qui a été refait complètement entièrement CGI. Quelle idée, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est Netflix qui a imposé ça? Est-ce que c'est Fincher qui voulait gagner du temps? Est-ce que c'est Netflix qui voulait gagner du temps? Je crois que c'était galère à filmer, notamment avec son casque pour pas voir les reflets et tout de la caméra. Je crois que c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, tu vois, mais après ça s'est pas vu. Bien sûr, ça se voit pas. Je l'ai pas vu, hein. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai halluciné. J'étais en mode quoi? C'est étonnant de la part d'un réalisateur comme Fincher d'avoir recours à ce genre d'artifice-là, qu'il utilise. Si, quand même, le numérique, c'est lui qui a été pionnier dans tout ça. Panico, oui, non, mais bien sûr. Mais... Le zénithal qui est ouf au-dessus du taxi dans Zodiac, c'est assez incroyable, quoi. Non, c'est moins ça qui mange. Mais après, on va pas rentrer que dans The Killer, qui est un film que j'aimerais bien décortiquer. J'ai pas eu le temps de le faire, mais qui critique beaucoup la société de consommation. Il fait que ça, le film, en fait. Voilà, c'est Fassbender qui attend dans un WeWork en construction, c'est Fassbender qui est avec un café, je sais plus quoi, il mange un McDo, etc. Enfin, c'est que ça tout le temps. Et en fait, ça a plus du tout le punch qu'avait Fight Club, ça a plus du tout le truc, en fait. Mais en fait, gars, tu bosses pour Netflix. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu dommage. Enfin, il y a un truc de tu n'es plus extérieur à tout ça maintenant. Et c'est un peu rangé, quoi. Je trouve que là, alors. Je vais pas la spoiler, mais pour ceux qui l'auront vu, la fin de Leave the World Behind. Ouais, alors, je l'aime énormément. Ah non, mais moi j'ai beaucoup aimé le film, hein, et je trouve la fin géniale. Je suis pas fan du film, mais la fin, je la trouve géniale. Mais quand derrière j'ai éteint ma télé et qu'il y a le logo Netflix qui est apparu, j'ai fait. Ouais. Oui. Sam Esmail, quand il a présenté cette fin aux exécutifs de Netflix, vraiment, il était serein, à mon avis. Ouais. Fallait y aller et regarder droit dans les yeux et dire ça va être ça à la fin. Ça va être ça. Ça va être vraiment contre vous, en fait. Mais super fin. Incroyable fin.
Incroyable fin que j'aimerais bien spoiler, mais on peut pas. Mais je trouve qu'elle en dit énormément. Je trouve que le film, il mérite d'être sauvé juste pour ça, quoi. Pour ce qu'il dit de notre époque aujourd'hui, quoi. Grâce à ça, c'est. Bref. Vous en parlerez tous les deux en fin d'émission, puisque c'est le sujet d'une reco d'Adrien de toute façon. Exactement. Non, mais c'est hyper intéressant en fait parce que quelque part là on dit bon Fincher il s'est un peu rangé, il a plus le même punch qu'avant, mais en fait quelque part est-ce que ces films-là, les producteurs de cinéma traditionnel, ils les auraient pas juste refusés en fait? Est-ce que, si ça se trouve, il fait ça sur Netflix? Bon, évidemment parce qu'il a un contrat pluriannuel, mais est-ce qu'il fait ça sur Netflix justement parce que peut-être que ces projets-là, un petit peu plus... pantouflard, c'est pas le terme, mais un petit peu plus tranquille, ben il arriverait peut-être pas forcément à les vendre au cinéma traditionnel? Mais je trouve que justement ça a aussi mis en lumière l'importance du rôle du producteur qui a tendance à être, et d'ailleurs on l'a fait un petit peu tout à l'heure, à être quasiment diabolisé en disant ouais c'est le mec qui va faire chier le réalisateur qui a des idées en lui disant non tu coupes ça, non ça tu mets pas, non ça tu mets pas, non il faut faire ça pour viser telle cible. Mais en fait quand on a donné une espèce de carte blanche à plein d'auteurs, ce que Netflix a revendiqué de faire, on s'est rendu compte que souvent ils se perdaient eux-mêmes dans leur trip, un peu tout seul dans leur coin, là où c'est vrai que parfois un producteur il est capable de donner un cadre à un réalisateur qui est intéressant pour qu'il puisse s'exprimer. Ultra important un producteur, un bon producteur peut te changer un film, mais et un mauvais aussi. Mais effectivement oui, mais c'est vrai que souvent les créatifs disent que de la contrainte naît la créativité et que un tournage qui se passe super bien et qu'il n'y a pas de contrainte de la part du producteur, parfois ça manque un petit peu de quelque chose. De challenge. Et peut-être que Fincher en est à ce stade-là chez Netflix, c'est-à-dire que il a son contrat pluriannuel et Netflix lui laisse faire ce qu'il veut, et donc du coup, peut-être qu'il a pas suffisamment de répondants pour se pousser un petit peu plus. Après, c'est possible. Il y a deux trucs que j'aimerais aborder. En fait, c'est dans le chat, c'est Lactic qui l'a dit, c'est intéressant. Est-ce qu'au final, les réals ne vont pas sur les plateformes juste pour avoir des fonds sur des projets risqués? C'est possible. Tu vois, à l'inverse d'un projet pantouflard. Est-ce que justement. Scorsese, c'est ça. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir, parce qu'en fait, on parle de Fincher, il faut parler des autres réals aussi. Et Scorsese pourrait pas faire un Irishman aussi facilement au cinéma qu'il l'a fait sur Netflix. C'est sûr. Mais est-ce que Scorsese avait vraiment raison de vouloir faire The Irishman? Enfin, je considère que c'est pas un mauvais film, mais vu les moyens employés et vu le résultat et vu l'accueil, en fait, est-ce qu'un producteur de ciné qui dit non à ça, on peut lui dire qu'il fait mal son taf? Ouais. Non, pas tant que ça, quoi. En fait, il faut bien voir que tout ça pour les plateformes, c'est des lignes en plus sur leur palmarès. Parce que là, on parle de films, de grands auteurs, etc. Ce qui intéresse Netflix tout particulièrement, et c'est pas pour rien que tous ces films-là, ils sortent à peu près au même moment dans l'année, à savoir en novembre, décembre, janvier. Tout ça, c'est pour récupérer des Oscars. Tout ça, c'est pour récupérer des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment usiné de la part de Netflix pour sa propre... son propre ego, pas son propre ego, mais son propre rayonnement en fait, culturel, et montrer que regardez, nous on est capable de travailler et de travailler super bien avec tous ces réalisateurs. Nous on est capable de remporter des dizaines de prix à l'année avec nos différents films, et maintenant on est même plus puissant en termes de films, primés que certains grandes majors qui sont installés. Regardez, respectez-nous désormais. Donc vraiment, c'est tout ça, comme le dit Lactic dans le chat, c'est de la visibilité bien entendu, c'est aussi de la respectabilité, histoire de dire, regardez, nous on crée aussi de grandes œuvres. Est-ce que c'est vraiment le cas, cependant? Moi j'ai envie de... Depuis tout à l'heure, on parle des plateformes, et on parle particulièrement de Netflix, mais j'ai envie de faire le distinguo entre Netflix et Apple. Ouais. Je trouve qu'on le voit. En fait, les films Apple, alors j'ai pas aimé Napoléon, et pour le coup j'ai beaucoup aimé Killers of the Flower Moon, mais quand j'y suis allé, j'ai vu des films de cinéma, quoi. Pour le coup, j'ai pas vu des films de plateforme. Je me suis pas dit, c'est un contenu qu'on m'a diffusé sur un grand écran, sur une toile géante. Là où les films Netflix, même ceux que j'ai vus au cinéma, j'avais plutôt l'impression que c'était ça. Et en fait, on voit que, et d'ailleurs, comble du comble, donc Netflix qui court après son Oscar depuis des années, a vu quand même Apple lui passer devant avec Coda, le truc que personne avait vu venir. Vrai. Mais bien sûr. Et donc, dans l'histoire des plateformes de streaming, Apple a son nom avant Netflix. C'est vrai. Le remake de La Famille Bélier, pour les gens qui ne sauraient pas.
qui est ok, mais qui est par contre qui fait très téléfilm, par contre, on va pas se mentir. Il aurait pu être sur Netflix, Coda, mais et qui est un espèce de quand même de vol cette année-là. Enfin, alors là, mon dieu. C'est le fameux système de notation des Oscars pour le meilleur film, où en fait ils rangent de 0 à 10 et ils en votent pas juste pour un, quoi. Exactement. Alors, Apple dans le cœur, j'aime énormément ce qu'ils font. Apple, ils ont une super. Non, franchement, niveau curation, ils sont super forts. En ce moment, je mate For All Mankind, qui est une super série Apple. Ils ont d'excellentes séries. Ouais. Ah non, c'est sûr. Des très bons films aussi. Ils en ont très peu, mais ils en ont des bons. Moi, j'ai vu Severance l'année dernière. Incroyable, Severance. Super, très fort. Hein. C'est super. Ils ont aussi des daubes. Ils ont On the Rocks de Sofia Coppola, par exemple, avec Bill Murray. Pas fou. J'adore Sofia Coppola, mais bon, c'était un peu. Tu sens que pareil, on lui a filé du fric. Fais ton petit film avec Bill Murray et Rashida Jones. Bon, j'y suis allé parce que j'aime bien quand même. Bien sûr. Mais des fois, ils tentent des trucs avec Tetris ou ils tentent de Longest Beer Run avec Zac Efron, qui est un super film. Je trouve que c'est un excellent film qui raconte l'histoire d'un mec en fait pendant la guerre du Vietnam qui est à New York et tous ses potes sont partis au Vietnam. Lui, c'est un alcoolique notoire qui branle rien dans le New Jersey et en fait, apparemment inspiré d'une histoire vraie. Et il se dit tiens, est-ce que j'aurais pas filé des bières du New Jersey à mes potes qui sont passés au Vietnam? Et il le fait vraiment. Il prend un avion, il arrive à se faire passer pour un mec de la CIA. Enfin bref, c'est très très cool. Mais ils tentent des trucs. Tu sens que Apple tente des trucs plus que Netflix, je suis d'accord. Et qu'ils arrivent, je trouve, à donner un cachet vraiment cinéma. Là où Netflix a eu du mal, même Cuarón, Roma, à la limite, même si j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Moi j'ai bien aimé, mais je comprends qu'on soit pas clean. Et parce que en plus, Roma pour le coup c'est vraiment un anti-film Netflix. En fait, quand j'ai vu The Gray Man, pareil, j'ai eu la chance de le voir dans une projection extérieure, etc. Donc le film des frères Russo avec Ryan Gosling, Ana de Armas, fait par une IA. J'étais en... Non, mais il aurait pu être fait par une IA. Ah oui, j'ai cru que c'était une info que tu balançais, je me suis dit quoi. mais rien que le fait que vous ayez pensé que ça puisse être une vraie info, montre que, en fait... genre vous auriez été là en mode ça fait pas une IA. Ok. Bon, c'est les Russo, donc oui, pas déconnant. Et donc ça pour moi ça c'est vraiment un film Netflix, quoi. C'est-à-dire que mes parents ils peuvent le regarder le vendredi soir à 21h en rentrant du travail, ils ont pas envie de réfléchir, ils vont se mater The Gray Man, ça va passer tout seul, ils vont l'avoir oublié le lendemain. Alors Killers of the Flower Moon, tu le lances à 21h à vendredi soir, tu payes pas le samedi matin. Pareil, le truc avec Chris Hemsworth, là où il est. C'est un soldat. Je sais plus Extraction. Ouais. Tyler Rake. Tyler Rake, en français, ouais. Oui, alors en français, c'est Tyler Rake. C'est trop con. Mais pareil, ça, c'est du. En fait, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est du contenu. En fait, c'est snackable. Tout ça, c'est du snack tout le temps, quoi. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui me fait un peu peur, et je deviens aussi un peu comme ça, malheureusement, parce que la société fait qu'on consomme les choses aussi de cette façon-là. Ça devient de plus en plus dur de pas tomber là-dedans. En fait, de pas tomber dans ce truc de putain, il y a Extraction, vas-y, c'est quand même vachement plus simple de mater Extraction que de mater Killers of the Flower Moon où il faut se manger la pluie, faire 10 minutes de bagnole ou 20 minutes de métro et payer 15 balles et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Sans parler du fait que si ça se trouve, le film il est pas diffusé à côté de chez toi si tu vis en province. Hein. En plus, voilà. Mais moi je trouve que même de manière générale, si on parle des plateformes et de la diffusion des films, etc., je trouve que ça pose un vrai problème d'ouverture culturelle. Moi, autour de moi, dès que je conseille un film, ça me dit c'est sur quelle plateforme, quoi. Pareil. Oui, bien sûr. Ah oui, mais non, mais en fait, tu peux pas te contenter que des films Netflix parce que déjà, Netflix, avant 1995, le cinéma n'existe pas pour eux. C'est pas faux. Il n'y a rien. Ils s'améliorent de plus en plus, mais parce qu'ils achètent des collections de grands réalisateurs, de grands acteurs, etc. Mais bon. Ils sont obligés de financer du voilà. cinéma de patrimoine, etc. Et parce qu'ils font un peu la promotion Twitter. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu regardes dans le catalogue, tu tombes jamais sur ces films. Ils sont dedans, mais ils sont jamais proposés. Et je trouve que ça restreint énormément l'ouverture culturelle des gens. Alors qu'en fait, et donc moi, et pour éviter justement de tomber dans cette logique de contenu qui est, en fait, ça m'arrive jamais d'allumer Netflix et de me dire, ok, qu'est-ce que je vais me mater. Bien dans sûr. ces cas-là, effectivement, l'algorithme il va te mettre que du contenu et tu vas aller là-dedans. Et en fait, j'utilise Sens Critique, Letterboxd, etc. Avec une vraie watchlist et je suis en mode, ok, je choisis ce film. Et ensuite, comment j'y accède? Ouais, mais faites comme Adam. Déjà, tu fais... Ouais, franchement, faites comme Adam. mais parce que t'es ouvert à ça, en fait. Oui. C'est une démarche, c'est une contrainte, ce que tu te mets, en fait.
C'est pas fou de dire ça, mais pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Hein. Et à la fois, c'est une ouverture parce que je m'ouvre à beaucoup plus de films que me proposerait dans les films que j'ai vus cette année, je pense que si je m'étais limité aux films de plateforme, il y en a 80%, j'aurais pas pu les voir. Bon, regarde, on va pas spoiler la fin du Monde après nous, mais c'est ça en fait. C'est ce côté très rassurant des choses. C'est ce côté très comfort zone qu'on a en fait, de se dire un petit McDo là, ouais. Parce que le gastro il est quand même très loin, il est très cher. Est-ce qu'on se referait pas l'intégrale de Friends, c'est voilà. Là en ce moment je mate The Curse sur Paramount Plus avec donc Emma Stone, Benny Safdie, etc. Oui, j'ai toujours pas vu. Qui est très, moi j'aime beaucoup, mais c'est très bizarre. C'est Nathan Finder, c'est Nathan For You, il est incroyable ce mec-là, il est super. Exactement. Mais c'est très bizarre et un peu exigeant. Et en fait, donc c'est des épisodes d'1 heure, et le lundi soir, c'est vrai que c'est tentant de se dire petit épisode de Friends à la place. Sur le même temps, je m'en fais 3 en plus. Exactement. En fait, la Sainte Trinité, c'est quoi? C'est Friends, The Office et How I Met Your Mother, quoi. Et ça tourne tout le temps, quoi. Et tu fais, les gars, matez autre chose. Je sais pas, on comprend, mais quand même, arrêtez. C'est plus simple. C'est simple. Et c'est des gens qui, je pense, sont pas aussi. Nous, on est des cinéphiles. Enfin, en tout cas, on aime le cinéma. On se pose des questions dessus et on a un peu un regard critique dessus. La plupart des gens, ils ont envie de mater un truc le soir. Pour décompresser. Ouais. Et c'est vrai que je recommanderais pas de mater The Curse ou Leave the World Behind après une journée de travail si t'as envie de te changer les idées, quoi. C'est sûr. Mais parce que ça demande beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est comme les mêmes excuses pour la télé-réalité. Ouais, mais ça me vide la tête. J'aime pas me prendre la tête. Ouais, mais bon, malheureusement, je sais pas, tu peux trouver du plaisir dans de la fiction ou même un truc documentaire aussi, qui est très sympa, mais qui est... Moi, je trouve du plaisir dans des trucs qui sont, encore une fois, parfois un peu exigeants, et et en fait, faut juste, effectivement, c'est ce que je disais, parce que, donc, encore une fois, on va en revenir à ce film, parce qu'il fait l'actualité, mais Leave the World Behind, qui donc divise énormément, il y a des gens qui ont vraiment pas du tout aimé, mais la plupart des gens qui ont pas aimé, quand je lis, j'ai l'impression qu'ils s'attendaient à voir World War Z, en fait. Et je disais, mais c'est pas possible, non, évidemment que c'est pas World War Z, mais c'est Sam Esmail qui fait un espèce de film un peu post-apocalyptique, mais en fait pas vraiment, quoi. Enfin, c'est pas ça qui est intéressant, quoi. Il fait un Tech Shelter version 2023, un peu, quoi. Enfin, on sait pas trop, quoi. Enfin, au début, la prémisse, c'est ça, quoi. Enfin, ça, c'est peut-être le souci du marketing aussi, hein, ça se trouve. J'ai pas vu les bandes annonces du. Ultra mal marketé, je trouve. C'est sûr. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il a été vendu comme World War Z, alors qu'en fait, tu peux pas en vouloir aux gens, quoi. Il y a des clins d'œil et tout, mais la réalité, c'est que ça se concentre surtout sur des dynamiques de personnages. Enfin, c'est du Sam Esmail, quoi. Moi, j'ai pas vu, franchement, les gens disent ça, mais j'ai pas vu le World War Z. Hein. Je n'arrive pas à voir World War Z. J'ai le bouquin qui est juste derrière moi, j'ai vu le film je sais pas combien de fois. Je vois pas du World War Z là-dedans, quoi. C'est pas des récits de trucs. Enfin, bref. Alors, le côté un peu post-apo, quoi. Enfin. Dans ce cas-là, c'est tous les films du moment, quoi. Enfin, en fait, on vit, à part le côté anxiogène et tout part en couille, oui, mais c'est tous les films du moment parce que on va pas bien, le monde va pas bien. Alors, donc la fiction, on retranscrit ce qu'on vit, quoi. Mais à part ça, je sais pas. J'ai l'impression que vous voulez vraiment parler du monde après nous. Du coup, on va clôturer cette séquence et on sera pas sans en reparler parce que c'est des sujets qui, vous le voyez, ça nous passionne et on part un petit peu dans tous les sens parce que vraiment on a trop de trucs à dire. Mais avant ça, on va faire le radar des sorties et puis après, vous nous reparlerez du monde après nous dans la section reco. Alors, je vous fais le radar rapido puisqu'on a 2 sorties d'importance cette semaine au cinéma avec Wonka le 13 décembre de Paul King avec Timothée Chalamet et Hugh Grant. C'est sur la jeunesse de Willy Wonka, inventeur, magicien, chocolatier, je vous le fais pas. Le pitch, ça a l'air d'être un petit peu saupoudré d'un côté comédie musicale. Je l'ai vu hier, c'est pas saupoudré d'un côté comédie. C'est vraiment comédie musicale du coup. Ok, donc soyez prévenus si vous aimez pas les comédies musicales. Non, faut pas y aller. Faut pas y aller si vous êtes pas trop comme ça, quoi. Toujours le 13 décembre, mercredi en salle, on a Les Trois Mousquetaires 2. Milady, la partie 2 du coup, du diptyque Les Trois Mousquetaires avec Eva Green du coup en Milady, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille. Et alors je vous fais le pitch parce que c'est très grandiloquent. Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Et alors là t'y es, j'ai envie de te dire. On est à La Rochelle, là. Là, on est complètement à La Rochelle. Exactement. Sortez vos épées et vos fleurets. En streaming, on parle beaucoup de streaming, mais évidemment, hein, dans le radar des sorties, c'est ce qu'il y a le plus, en général, chaque semaine. The Crown saison 6, partie 2, le 14 décembre sur Netflix.
Chicken Run, la menace Nuggets, le 15 décembre sur Netflix, par le studio Hardman, à qui l'on doit Wallace et Gromit, mais aussi Chicken Run. C'est la suite de Chicken Run, des années 2000. Objectif, exfiltrer des poulets piégés dans un élevage pour transformer des nuggets. Et alors ça, franchement, moi j'ai vu la bande-annonce, et rien qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit, j'ai envie de voir ça. C'était cool, Chicken Run, le premier était bien. Voilà. Le 15 décembre, puisque visiblement tout le monde s'est mis d'accord pour que ce soit le 15 décembre que tout sorte, on a Merry Little Batman, c'est sur Prime Video, le pitch, donc c'est un film d'animation, où on suit le jeune Damian Wayne qui se retrouve seul dans le manoir familial la veille de Noël, et il doit se transformer en Little Batman pour défendre sa maison et Gotham City contre les méchants qui ont l'intention de détruire les fêtes. Alors ça, bon... Petit film de Noël d'animation qui se prend pas la tête, ça a l'air vraiment très cool. Ouais, ça a l'air très sympa. Ça a l'air vraiment très cool. Toujours le 15 décembre, on a l'arrivée sur Canal+ de Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu au cinéma, il arrive du coup en SVOD pour les abonnés à Canal. Et en jeu vidéo, je vous ai sélectionné 2 DLC. Celui de God of War Ragnarok qui s'appelle Valhalla. C'est un DLC gratuit sur PlayStation 4 et sur PS5, suffisamment rare pour le noter d'ailleurs. C'est sous la forme d'un épilogue avec des mécaniques de roguelite un petit peu à la Hades, c'est-à-dire qu'on va rejouer sans arrêt jusqu'à réussir cet épilogue dans la peau de Kratos avec toujours des choses à débloquer de plus en plus pour devenir plus puissant. Donc ça devrait vous intéresser si vous aimez God of War Ragnarok et si vous voulez retourner jouer Kratos, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça sort, je crois que c'est le 12 décembre. Et enfin, Pokémon Écarlate et Violet se dotent d'un nouveau DLC qui s'appelle le Disque Indigo sur Nintendo Switch. J'ai pas spécialement besoin de vous faire le récap, parce que si vous êtes Pokémonophile, vous connaissez exactement ce qui se passe, donc n'hésitez pas. Voilà pour le radar des sorties, et c'est maintenant le moment de reparler du monde après nous, les enfants. Non, bah c'est fini. Non, bah voilà. Non, on a tout dit. Ouais, c'est la fin, merci à tous, à la semaine prochaine. Attends, bah, je lance le truc parce que c'est Marocco. Qu'est-ce que c'est que le monde après nous, Adrien, s'il te plaît? Alors, le monde après nous, on l'a dit plein de fois, mais c'est le dernier film de Sam Esmail, donc, qui est le créateur de Mr. Robot, porté par Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, et j'ai perdu le nom de l'actrice. Kevin Bacon. Alors Kevin Bacon aussi qui apparaît très peu, mais qui apparaît quand même. Et l'autre actrice qui est super, qui fait la fille de Mahershala Ali et qui joue dans Dumb Money. Qui joue dans Dumb Money, tout à fait, et qui joue dans une série HBO qui est vachement bien aussi. Voilà. Thomas, tu m'aides ou pas? Je sais pas. Ouais, je suis en train de... Ce serait... je sais pas. Bref, je vais vu que j'ai pas vu le film, en fait, je vais avoir du... Non mais t'inquiète, y'a pas de souci. Donc, ce film, voilà, qui est un film de... Comment dire, une sorte de huis clos. On peut dire, enfin, semi-huis clos, parce que voilà, en gros, pour faire le pitch, c'est une famille new-yorkaise qui décide de partir en week-end dans un Airbnb en dehors de la ville, de s'installer dans cette maison. C'est les 2 parents et les 2 enfants, et en fait, le soir de leur installation, il y a le propriétaire en fait qui arrive avec sa fille et qui dit que en fait on comprend pas trop, mais c'est un peu la merde. Et une coupure de courant. Il dit qu'il y a une coupure de courant généralisée. Ouais, une coupure de courant généralisée, qu'il y a eu peut-être un blackout, on sait pas trop, et qu'ils vont devoir en fait dormir avec eux dans la baraque, qui est une gigantesque baraque. Hein. Imaginez une baraque à la Parasite, un petit peu dans l'idée, un peu moins folle que celle de Parasite, mais un petit peu dans l'idée. Donc qui est très ouverte sur l'extérieur. Très ouverte sur l'extérieur, tout à fait, très lumineuse, très grande, très design, maison d'architecte, et voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il faut voir le film, il faut que ce soit quand même intéressant pour la suite. Ah bah pour moi c'est le plus intéressant, et il y a plein de gens qui se sont plaints qu'il se passait rien, mais au contraire, ce qui se passe, c'est qu'on découvre petit à petit, mais c'est vraiment par petites bribes, l'histoire, qu'on essaye de recoller les morceaux, et à la fin, certains ont trouvé que l'histoire n'était pas satisfaisante. Mais moi, au contraire, je trouve qu'on a des éléments qui sont... Le film, ouais, alors je suis d'accord que c'est vrai que si tu lâches le film et si tu mates le film en étant sur ton portable ou en faisant n'importe quoi, c'est pas que tu vas rien piger, mais tu vas perdre énormément de l'intérêt du film, quoi. Alors, je vais commencer par le négatif, c'est un film de poseur. Je suis désolé, c'est vraiment un film de poseur. Bim. J'aime beaucoup Sam Esmail, j'aime beaucoup Mr. Robot, mais alors arrête d'être en zéro gravité avec ta caméra, parce que là j'en peux plus. La caméra qui tourne tout le temps. Alors, une fois ça va, c'est cool, le plan dit quelque chose, c'est sympa, Julia Roberts qui monte les escaliers et on fait un 360 et c'est rigolo.
Au bout d'un moment, en fait, arrête quoi. Tu le fais 5 fois dans le film, je sais plus combien de fois il le fait. Bah, je pense qu'il pouvait pas avec Mr. Robot, parce que quand tu fais une série, t'as pas trop moins d'amplitude, mais là il le fait. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que il sort et il rentre beaucoup à travers, et il passe à travers la maison, en fait, très souvent avec la caméra. Ouais. Ce qui montre à quel point, en fait, elle les protège pas. Ils sont complètement. Alors, bien sûr qu'ils sont piégés sans être piégés, mais qu'ils sont voilà, ils sont en danger, ils sont à la merci quoi. Ils sont à la merci. Il y a un truc aussi de un petit peu de voyeurisme dans ce film. En fait, tu sais pas qui les regarde, pourquoi, peut-être qu'il se passe des choses à l'extérieur. Enfin bref, il n'empêche que c'est un film de poseur parce qu'il est passé à la Fincher School of Posing, clairement. Mais Fincher, lui, était très fort à l'époque quand il faisait, par exemple, comment ça s'appelle avec Kirsten Stewart, Panic Room, où à l'époque il traversait justement des serrures de portes, il passait à travers l'anse d'une cafetière, etc. Mais c'était super à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose. Là en fait c'est des trucs qu'on a déjà vu justement chez Fincher, qu'on a déjà vu ailleurs. Spielberg après l'a refait dans La Guerre des Mondes, traverser une vitre, traverser un pare-brise, etc. Tout ça, ça a été fait en fait. Et tu sens que j'étais déçu en fait, j'étais surpris qu'il utilise ces artifices là qui sont très facile, je dis pas que c'est facile de le faire, hein. Juste, je m'attendais à un truc un peu plus haut de gamme en fait, de la part d'Esmail, juste au niveau de la réalisation. Moi j'ai trouvé qu'il a un peu réussi un peu à se réinventer parce que donc j'avais vu, je sais pas si t'as vu donc Comet, qui est son premier film. Non, j'ai jamais vu. C'est vraiment super sympa. Il y a moins de réalisation poseur justement, mais il y avait déjà ces personnages qui sont quasiment hors cadre, qui sont vraiment décentrés par rapport à la caméra. Donc ça c'est vraiment sa réalisation qu'on retrouve un petit peu, mais je trouve qu'il l'a un petit peu atténué justement en tentant des nouvelles choses. Et moi je l'ai vraiment vu comme Sam Esmail tente des trucs à la caméra pour son retour à la réalisation d'un film. Et donc oui, il y a des trucs qui sont peut-être un peu too much, il y a des trucs réussis, d'autres moins. Mais j'aime bien parce qu'au moins il y a des idées quoi. En fait, et on voit qu'il y a un mec qui est derrière la caméra. Ça c'est sûr. Là clairement là-dessus je te rejoins. C'est sûr qu'il y a un mec derrière la caméra, il sait faire des trucs. Et en fait le problème c'est est-ce qu'il les fait à bon escient ? C'est pas sûr en fait, tu vois. Peut-être trop quoi, surtout. En fait c'est trop. C'est que ça m'a sorti du film parfois. Et je fais non mais en fait là je comprends ce que tu veux me dire. Le film a l'air très bien en plus, donc continue, c'est très cool. Il y a une tension qui se crée. La bagnole avec Ethan Hawke c'est très bien foutu, mais tu vois il en fait pas des casses bagnole et je trouve que c'est franchement nickel, et sauf que des fois il casse ce rythme avec des effets de manche, avec des trucs un peu trop moi ma scène préférée, et je pense que c'est une de mes scènes préférées cinéma de cette année, c'est celle avec Mahershala Ali et justement Julia Roberts, quand ils parlent seuls tous les deux le soir et qu'ils commencent à lui en dire plus quoi. Dans la cuisine. Ouais, exactement. Ouais. Oui, elle est très bien. Je la trouve très très forte, et en termes de réel, elle est assez sobre. C'est-à-dire que il se passe pas grand-chose en termes de réel dans cette. Mais en termes de dialogue, d'intensité et d'interprétation, c'est vraiment t'es cramponné. C'est pas un siège parce que t'es pas au cinéma malheureusement. T'es cramponné à ton fauteuil quoi. Mais c'est là, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'en fait on perd en jeu d'acteur en fait avec ça. Toi, la scène que tu préfères, c'est un truc où justement il n'y a pas d'esbrouf, en fait, tu vois, c'est très simple et tout quoi. Ils ont Julia Roberts, ils ont Ethan Hawke, ils ont Mahershala Ali, et en fait, je trouve que la réal les bouffe, tu vois ce que je veux dire ? Il les met pas assez en avant encore, quoi. Alors qu'il a un trio d'acteurs monstrueux, il y a Kevin Bacon aussi un peu quoi. Et c'est très dommage qu'on n'utilise pas plus Julia Roberts même, et ça fait plaisir quand même de la revoir, et je trouve qu'elle aurait pu être encore plus mise en valeur dans le film. Au-delà de ça, bon bref, film. Chacun se fera son avis. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est juste que ça aurait pu être un peu plus poussé. Mais le film en lui-même, je trouve qu'il est super intéressant au niveau de sa thématique, qui est une thématique ultra actuelle, qui en dit, je trouve, énormément sur notre époque, sur notre consommation des choses. Notamment au niveau on en parlait juste avant, des contenus télévisuels. Il y a toute une phase sur la gamine en fait qui met une série et voilà, et c'est super intéressant en fait de tout ce fil rouge autour de ça. La dépendance aux réseaux sociaux aussi, enfin tu vois, il y a un blackout, donc il y a une panne d'électricité, donc ils n'ont plus accès à internet. Comment tu vis sans internet, comment tu engages la discussion avec quelqu'un que tu connais pas, est-ce que tu vas être proche, est-ce que tu vas être éloigné, etc. Il y a beaucoup de trucs super intéressants, et je pense que le bouquin est très bien, c'est tiré d'un bouquin, c'est produit par les Obama, c'est aussi intéressant de le soulever, et en général Barack Obama, quand il fait sa liste de bouquins, elle n'est pas inintéressante non plus, donc je pense que le bouquin est pas mal, et voilà, je le conseille vraiment pour l'ambiance un peu anxiogène, sans trop l'être vraiment, parce qu'il y a des films beaucoup plus anxiogènes que ça, mais c'est un peu un acte manqué. Je pense qu'il aurait pu faire un truc vraiment prodigieux,
Et je sais pas, c'est dommage, c'est un peu un raté pour moi. Mais, ah ouais. Et ça n'empêche pas que c'était un très bon film. Hein, mais c'est ça, pour moi en fait, quand on regarde la filmographie de Sam Esmail, on se dira pas ah non, celui-là, bon, c'était pas top quoi. On se dira ah c'était bien. Moi au contraire, moi je vois ça vraiment comme un film en mode j'ai fini le film en me disant j'ai hâte que son prochain film soit au cinéma avec vraiment en mode ce qu'il aura appris sur le tournage de ce film avec ses grands acteurs plus ce qu'il a déjà appris sur Mr. Robot. Je pense qu'on peut avoir un grand réal des 10 prochaines années. Quoi. Clairement. Ah bah par contre, j'espère aussi, ouais. Ce serait super. On dirait, en fait, moi ça m'a fait penser limite au premier film de Fincher ou quoi, où t'es en mode ah tu vois le talent du mec, mais il y a encore quelques petits trucs à corriger, mais quand il les aura corrigés, ça peut tout de suite. C'est un diamant à venir quoi. À polir quoi. Ouais, complètement. Intéressant. Donc je le conseille évidemment parce que ça reste un film. Parce qu'il faut voir ça. Ouais, il faut voir. Pour se faire un avis au moins en fait. Bien sûr, mais c'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, tu vois. C'est pas parce que Netflix te le propose en contenu qu'il faut jeter ou le prendre. Non, faites-vous un avis de cinéphile, faites-vous un avis sur un film en le voyant. Et même si les gens vous disent que c'est pas bien, les gens vous disent que c'est bien, faites-vous votre propre avis, c'est important. Et puis voilà. Oui, mais il faut pas en attendre un film post-apo à la World War Z, par contre. C'est juste ça, quoi. Pas du tout. Non. Faut pas se tromper de contenu, quoi. C'est ça, voilà, il n'y a pas de pite dedans. Donc, non. Très bien. Mais moi, je pense que je vais faire ma reco, mais la semaine prochaine, parce qu'on a déjà bien parlé. Donc, je vais vous garder mon petit jeu vidéo pour la semaine prochaine, puisque vous avez déjà eu une belle reco, je pense, combinée avec Adam et Adrien. Donc, on va se laisser là-dessus pour cet épisode 31. De Pop News. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous, Adam. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochains temps? Dimanche prochain sur ta chaîne? À la fac, au CELSA, donc Sorbonne Université à Neuilly, tous les mercredis matins pour être en cours. C'est bien. Sinon, pour les autographes, c'est ça? Assidu. Et assidu toujours. C'est bien. J'ai pas le choix. Sinon, effectivement, sur YouTube principalement. J'essaye de faire semblant sur Instagram et sur Twitter d'être un vrai influenceur, mais la réalité c'est que je raconte rien. Donc sur YouTube. Suivez-le quand même, c'est important. Tu es dur avec toi-même. Hein. Non, mais sur Instagram. Tu racontes quand même bien plus de choses que. Ah oui, sur Instagram, mais sur YouTube. Sur Instagram et Twitter, en fait souvent j'ai rien à dire à part. Bah tu relais tes vidéos, quoi, c'est bien. Ouais, c'est un relais de com. C'est déjà ça. Mais donc en tout cas, principalement sur YouTube. Super. Yes. Les dimanches, du coup, après-midi. Sur la chaîne YouTube d'Adam, les liens seront là dans la description, vous inquiétez pas. Et puis nous, où est-ce que vous nous retrouverez? Même endroit, même heure, lundi prochain 20h30 sur twitch.tv/p0pnews, et puis mercredi pour le prochain épisode de Pop News. D'ici là, n'oubliez pas d'interagir avec nous sur les différents réseaux sociaux où vous êtes et où nous sommes, puisqu'on est partout. En réalité. Et puis, n'oubliez pas les commentaires, les petits pouces en l'air, les petites étoiles, et puis de parler de nous. C'est bientôt les fêtes, donc n'hésitez pas, hein, le bouche à oreille, là, sur les tables familiales, les repas interminables. Parlez de Pop News, là. Mettez-le en fond sonore, voilà, bien sûr. Allez, on vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.